1 degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Vous nous parlez ce matin d'une décision que vient de prendre la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de justice de La Haye, qui a donc décidé il y a une dizaine de jours que le fleuve qui sépare le Chili et la Bolivie était un cours d'eau international. D'abord Emma, qu'est-ce que c'est que ce fleuve ? Alors ce fleuve, en fait, c'est un cours d'eau qui est stratégique. C'est considéré comme étant l'un des plus vulnérables sur le plan géopolitique. Alors pourquoi ? Parce que en réalité, ce n'est pas un cours d'eau naturel comme on pourrait l'imaginer. Il prend sa source dans les hauts plateaux humides au niveau de la Bolivie. Et ensuite, il a été détourné au début des années 1900 par une société minière pour pouvoir traverser la frontière, rejoindre le Chili et surtout alimenter les zones minières, notamment le désert d'Atacama, qui est un désert en réalité stratégique, puisque c'est là que l'on retrouve les principales ressources de lithium dont on a besoin pour réaliser notre transition énergétique. Oui, parce que c'est ce qui sert surtout pour les batteries. Et d'ailleurs, en France, on essaie de relancer des projets de mines de lithium. Exactement. Et 26% de la production mondiale en 2021 provenait de ce désert. Donc dans ce désert, on a besoin d'eau, et cette eau est détournée depuis un autre pays. Donc là, la question, c'est de se dire, est-ce que le cours d'eau naturel doit reprendre ses droits, ou bien est-ce qu'un cours d'eau détourné à une autre époque, à une autre ère où on n'avait pas cette question du changement climatique, peut derrière appartenir au pays qui récupère cette eau ? Et alors, qu'a décidé la Cour internationale de justice ? Eh bien, elle a décidé de rendre ce cours d'eau international, donc de lui donner une dimension autre qui derrière sort de cette dimension transfrontalière. Donc il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant en fait. Exactement. Les deux pays en réalité peuvent exploiter dans les règles internationales cette ressource. Et donc tout serait simple s'il n'y avait pas une autre ressource qui se cache dessous, puisque sous terre, on a aussi une nappe phréatique, un énorme aquifère qui traverse ces deux pays, qui est aussi transfrontalier. Et là encore, eh bien, qui a le droit de puiser dans cette nappe ? C'est encore une vraie question. Et en réalité, ça soulève quelque chose qui va beaucoup plus loin, parce que des cours d'eau transfrontaliers, on en a partout dans le monde. Et aujourd'hui, on manque de plus en plus d'eau. Donc, qui va avoir le droit d'utiliser en réalité ces ressources ? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Ça va changer quoi concrètement, cette décision, le fait de rendre ce fleuve cours d'eau international ? Eh bien, ça va permettre au moins de le protéger, et en tous les cas, ça légitime pour le Chili son utilisation qui jusque-là devait payer des droits à la Bolivie. Le problème que l'on a actuellement, c'est que le Chili fait face à une sécheresse historique depuis maintenant 13 ans et ne s'en sort pas. La Bolivie n'avait pas de problème jusque-là. Sauf que cette année, elle vient de vivre la pire sécheresse qu'elle a connue depuis 50 ans. Donc cette ressource commence à devenir rare, et à ce moment-là, on se retrouve face à des pays qui veulent conserver en réalité ce qui cache derrière leur PIB et leur croissance potentielle. Est-ce qu'on a d'autres exemples du même type, d'autres décisions qui ont été prises du même genre ? Oui, alors le fleuve Maori, le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, lui a carrément acquis une personnalité juridique propre. C'est vraiment intéressant parce que ça prouve que, à un moment donné, ce fleuve devient un bien commun et il a le droit de se défendre si on l'attaque, alors qu'on sait que la plupart des fleuves dans le monde sont largement pollués et bien souvent on rejette ces déchets sans aucun traitement dans plus de 80% des fleuves du monde. On voit que ce bien commun pourrait peut-être enfin se protéger par lui-même. On pourrait aussi se baser sur des systèmes qui existent déjà, par exemple la manière dont est découpée l'Antarctique, qui finalement n'appartient à personne. Oui, on a un traité sur l'Antarctique, c'est un système complet de protection qui a été signé en 1959 par 12 États. C'est une réserve naturelle, donc on limite bien sûr l'activité militaire et on limite notamment l'exploitation des ressources qui est le problème mondial actuel. Et bien là, cette terre est protégée et elle est simplement ouverte à l'exploration des scientifiques. Alors il n'y a pas que les fleuves et l'eau qui peuvent nous intéresser. Je pense par exemple à l'Amazonie qui a été dévastée par des incendies il y a quelques années. C'était encore sous Bolsonaro qui va devoir rendre le pouvoir à Lula puisqu'il a perdu les élections au Brésil. À l'époque, Emmanuel Macron, par exemple, le président français, avait parlé d'un bien commun à propos de l'Amazonie. Mais c'est une vraie question parce que c'est un bien commun universel et donc cette souveraineté qui est revendiquée par le Brésil, est-ce que
qu'aujourd'hui, on pourrait donner ce statut international à l'Amazonie et donc lui donner finalement une forme de protection à valeur universelle. C'est une vraie question. Alors, il existe des labels. On a par exemple le label réserve de biosphère, mais cette protection juridique reste extrêmement faible. Et il ne faut pas oublier que si on regarde juste le mois de septembre, là, 2022, nous avions dès la première semaine 12 000 départs de feu au Brésil en raison des élections à venir. Et donc, on sait très bien que cette déforestation est notamment fonction des États et des politiques étatiques. Est-ce qu'à un moment donné, on a le droit de redonner à la nature ce bien commun, cette valeur et cette protection juridique? Emma Aziza, merci beaucoup. 1 degré de conscience, c'est tous les samedis sur France Info.